Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour que je vous présente mon deuxième point lecture pour le mois de mai. Le premier avait déjà été posté il y a quelques temps et le troisième arrivera très bientôt. Je suis désolée, du coup ils arrivent un petit peu tard dans le mois de juin, mais bon, c'est comme ça. Comme d'habitude je vous passe les livres en revue, puis après je vous en parlerai plus en détail. Donc tout d'abord je vous parlerai de Le Puits des Mémoires, le tome 1, donc La Traque de Gabriel Katz, paru chez Pocket pour le format poche. Ensuite, je vous parlerai de Mariage à la campagne de Cathy Ford, paru en exclusivité chez France Loisirs. Puis je vous parlerai de Dans l'ombre du viaduc d'Alain Delmas, un livre qui a été auto-édité par son écrivain et qui est disponible sur Amazon. Puis je vous parlerai de After, donc la saison 2 d'Anna Todd, paru chez Hugo Roman. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de L'Atelier des poisons de Sylvie Gibert, paru aux éditions Plomb. Je vais donc commencer tout de suite avec le tome 1 du Puits des Mémoires de Gabriel Katz. J'ai découvert pour ma part Gabriel Katz avec sa série Aeternia, donc une duologie de fantasy qui en fait se déroule dans le même univers que ses autres romans de fantasy, à savoir donc la trilogie Le Puits des Mémoires, ainsi que son tome unique, donc son one-shot La maîtresse de guerre. Donc pour ma part j'avais commencé avec Aeternia, ça ne change rien, on peut commencer par la série Le Puits des Mémoires ou par la série Aeternia. Et donc cette fois-ci j'ai décidé de me lancer dans la série Le Puits des Mémoires. Du coup c'est un roman de fantasy et au niveau de l'histoire, au tout début du récit, on retrouve trois hommes qui en fait se réveillent au bord d'une route. Ils sortent des cages dans lesquelles ils étaient enfermés en quelque sorte et ils ne se souviennent absolument de rien. Ils se souviennent pas du tout de leur nom, ils se souviennent pas du tout de qui sont les personnes en face d'eux, etc. Ils ne se souviennent absolument de rien. Et donc les trois hommes vont eux-mêmes décider de se nommer donc Carib, Olen et Nils. Je vais y arriver. Et donc voilà, ensuite ensemble ils vont donc décider de partir puisqu'ils se rendent assez rapidement compte qu'en fait ils sont pourchassés, mais au tout début ils ne savent absolument pas pourquoi est-ce qu'ils sont pourchassés. Et donc on va suivre les trois hommes en fuite puisqu'ils sont donc traqués, d'où le titre du livre. Ce tome, j'ai trouvé, était très intéressant. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire avec ces hommes qui cherchent à savoir déjà pourquoi est-ce qu'ils sont traqués et puis surtout comment ça se fait qu'ils ont perdu la mémoire. Ils veulent vraiment retrouver la mémoire et j'ai donc trouvé que tout ça était très intéressant. J'ai beaucoup aimé donc toute cette histoire qui se mettait en place, tout l'univers de fantasy qui se construit. On a également d'autres points de vue de d'autres personnages qui n'ont absolument rien à voir avec ces trois-là et qui permettent un petit peu de mieux comprendre les différents aspects de l'univers créé par Gabriel Katz. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais après, c'est vrai que j'ai trouvé que ce tome était quand même un petit peu, pas mal introductif. C'était intéressant, mais c'est vrai que dans ce tome-ci, il se passe pas non plus énormément de choses, il n'y a pas tant de péripéties que ça. Surtout par rapport à Aeternia qui est très rythmé, dans lequel il y a plein de grosses surprises, plein de gros suspense. Pour le coup, bon voilà, celui-ci est quand même beaucoup plus calme, hein. J'attends de voir ce que vont nous réserver les deux autres tomes, mais en tout cas vu que la duologie Aeternia avait vraiment été un coup de cœur, je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Et du coup, du côté des personnages, je les ai vraiment beaucoup aimés et notamment, surtout, je me suis beaucoup attachée au personnage de Nils qui est un petit peu le gros bourru de la bande. Je pense très franchement que c'est parce qu'il a quelques similitudes quand même avec Les Marek, qui était un personnage que j'avais absolument adoré dans Aeternia. En tout cas, si vous aimez la fantasy ou si vous avez aimé Aeternia, je vous recommande vraiment de lire cette série. Et puis j'ai vraiment hâte de savoir ce que va nous réserver la suite. J'espère donc que ce sera un petit peu plus rythmé, un petit peu plus surprenant. Mais en tout cas, c'était déjà un très bon premier tome. Du coup, je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Mariage à la campagne de Cathy Ford. C'est un livre qui est paru aux éditions France Loisirs en exclusivité pour l'instant. Et donc, pour ma part, je l'ai reçu directement de la part de France Loisirs. Donc du coup, je les en remercie. Je remercie surtout Alexandra, vu que c'est elle qui s'en occupe.
Donc du côté de l'histoire, donc ça se passe donc en Angleterre, c'est un roman qui est vraiment très frais et très léger et en même temps complètement anglais. Donc ça se passe dans la campagne anglaise et on va donc suivre 3 jeunes femmes. Il y a donc Lindy qui est une jeune maman un petit peu débordée et qui est native du village, et puis 2 autres femmes qui elles sont arrivées plus récemment. D'un côté nous avons Rachel, la jeune divorcée complètement maniaque, et de l'autre côté il y a Bess qui elle est une jeune femme un petit peu désorganisée et un petit peu fauchée quand même, et à laquelle on a prêté donc une maison de vacances dans ce village. Et en fait, donc les 3 femmes vont se rapprocher tout d'abord tout simplement parce que ce sont les 3 seules jeunes femmes du village. Toutes les autres personnes sont quand même des personnes âgées. Donc ensemble, elles vont se rapprocher et puis elles vont décider ensemble de mener un projet, à savoir qu'elles vont monter une entreprise de mariage vintage en alliant un petit peu tout leur savoir-faire, tout ce qu'elles savent chacune. Et donc voilà, donc c'est un roman assez frais, assez léger, et puis donc elles vont participer à des mariages pour un petit peu amener du bonheur dans tout ça. Et donc voilà, la question c'est de savoir si est-ce qu'elles aussi elles vont trouver l'amour, est-ce qu'elles aussi elles vont trouver le bonheur. C'est un roman donc que j'ai bien apprécié, qui m'a plutôt fait rire. J'ai trouvé que c'était très joyeux, très léger, très frais, très adapté aux beaux jours. Après, pour ma part, je pense que je suis pas vraiment le public cible et du coup, bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile à certains moments. J'ai trouvé que les solutions arrivaient un petit peu trop rapidement, que parfois le problème était juste énoncé et puis pouf, on voyait déjà la solution arriver. Donc de ce côté-là, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Ça m'a pas autant surpris que je l'aurais voulu. Mais sinon, c'était vraiment une lecture très sympathique, très adaptée aux beaux jours, et à mon avis, elle plaira à beaucoup de personnes. Et je lui ai donc mis un 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Dans l'ombre du viaduc d'Alain Delmas. Comme je disais, donc cet auteur a auto-édité son livre et il est donc disponible sur Amazon. Et donc c'est lui qui m'a directement contacté sur ma boîte mail pour me proposer de lire son livre. Ce que j'avais donc accepté. Et du coup, Dans l'ombre du viaduc, c'est un roman qui est assez court, qui fait 240 pages et qui se passe en Espagne une vingtaine d'années à peu près après la fin de la guerre civile. Et on y suit donc un jeune homme qui s'appelle Arnaud Madrier, et qui décide de partir en Espagne, au début sous le couvert d'un travail qu'il trouve en Espagne, mais en fait son objectif est de se rendre au village de Teruel afin d'en apprendre un petit peu plus sur son père qui s'était engagé dans les brigades internationales mais qui a disparu et qui n'est jamais revenu en France. Et donc voilà, du coup il va accepter un poste à Valence il me semble pour pouvoir un petit peu se rapprocher de tout ça, un petit peu pouvoir mener sa petite enquête. Finalement, c'est un de ses collègues, donc Pablo, il me semble, j'ai du mal avec les prénoms, qui va l'emmener donc pendant les fêtes du village à Teruel. Sauf qu'Arnaud va donc en profiter pour poser ses questions et assez rapidement, il va se rendre compte qu'il n'est vraiment pas le bienvenu. Que toute l'histoire est finalement encore assez fraîche, que c'est encore assez tabou et que vraiment personne ne veut lui parler de ce qui s'est passé. Et donc lui, il s'interroge beaucoup et il va du coup lui arriver pas mal de mésaventures. C'est un roman que j'ai trouvé assez juste sur la période et sur le pays. Je trouvais qu'il montrait vraiment les points négatifs il y a quand même une grosse corruption, etc. Mais en même temps, j'ai pas trouvé qu'il y avait un jugement négatif. Je trouve que ça montre vraiment l'image d'un pays qui est encore très en reconstruction, dans lequel il y a encore beaucoup de sujets tabous et qui n'a pas encore vraiment franchi le pas. Mais à côté de ça, enfin voilà, ça montre pas non plus que des côtés négatifs. J'ai trouvé également qu'on s'identifiait beaucoup au personnage d'Arnaud puisque comme lui finalement on arrive et on se pose beaucoup de questions sur le récit, sur ce qui s'est passé, sur pourquoi est-ce que son père n'est pas revenu, pourquoi est-ce qu'il est aussi mal accueilli, etc. Donc finalement on est un petit peu dans la même position qu'Arnaud, on se pose beaucoup de questions comme lui. Du coup de ce côté là je trouvais que c'était vraiment très intéressant, ça permettait vraiment une bonne immersion dans l'histoire. Et puis en plus de ça, j'ai vraiment beaucoup aimé les ambiances qui étaient décrites par Alain Delmas. J'ai beaucoup aimé
toutes les ambiances de fêtes qu'il y a, puisque c'est quand même dans le cadre des fêtes du village. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait aussi une ambiance un petit peu plus sombre, un petit peu plus oppressante, au moment où Arnaud se retrouve dans le pétrin suite à ses recherches. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus de ça, c'est un livre qui est assez court et qui est très bien rythmé, donc vraiment on ne s'y ennuie pas et il est vraiment accessible. Donc ouais, c'est vraiment été une très bonne lecture pour moi. En plus de ça, personnellement, ça m'intéressait vu que j'ai de la famille qui est venue d'Espagne à ce moment-là de l'histoire. Et pas seulement d'Espagne, mais très précisément de ce coin-là d'Espagne. Donc voilà, c'était une des raisons aussi pour lesquelles j'avais accepté ce partenariat, parce que voilà, ça me concerne un petit peu. Enfin voilà. Ensuite, j'ai donc lu After, donc la saison 2 d'Anna Todd, donc paru chez Hugo Roman. Je l'ai emprunté à ma bibliothèque, parce que j'avais envie de connaître la suite, quand même, de toutes ces histoires. After, c'est vraiment bizarre. C'est une série, je vois je vois des côtés positifs et en même temps j'y vois énormément de côtés négatifs. Et au fur et à mesure que je le lis, à chaque fois je me dis mais punaise, mais ils sont trop casse-pieds. Et il y a plein de côtés que j'aime pas et en même temps j'y peux rien, je suis complètement accro. Dès que je commence à le lire, je suis en mode et je suis super passionnée par ce que je lis et je pleure dès qu'il y a un truc triste. Enfin bref, je sais pas. C'est une série très mystérieuse. J'ai du mal à saisir pourquoi est-ce que cette série réagit comme ça, enfin pourquoi est-ce que je réagis comme ça avec cette série. Mais enfin voilà, je me suis donc lancée dans la suite des aventures de Tessa et Hardin, donc stéréotype du truc, Tessa est la jeune fille un petit peu qui n'y connaît rien et Hardin est le bad boy. Donc à la fin du tome 1 ils s'étaient séparés et puis finalement donc dans ce tome 2 au tout début, donc il y a quand même les 300 premières pages sur le roman qui en fait 700, il les passe à se réconcilier, à recoller les morceaux et ça a vraiment été un passage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup fait pleurer, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a vraiment permis de me rendre compte que l'écriture d'Anna Todd aussi avait pas mal évolué. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de très jolies phrases et beaucoup aussi de références à la littérature anglaise. Mais surtout au niveau des jolies phrases, je me souviens pas que c'était quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais lu le premier. Donc du coup c'est ça qui me fait dire que je pense que l'auteur s'est amélioré au niveau de son style, hein, que c'est devenu un petit peu plus élaboré. Enfin en tout cas voilà, et après sinon sur tout le reste du tome, et Tessa et Hardin s'aiment, ils le savent mutuellement qu'ils s'aiment, mais dès qu'il y a le moindre truc, et ça explose. Donc voilà, on a quand même toujours un petit peu envie de les tuer. Mais enfin voilà, je sais pas. J'ai du coup un avis assez mitigé sur le roman. D'un côté j'étais très très prise dedans, et puis d'un autre côté il y a quand même des choses que toujours j'aime pas. Et enfin bref, à la fin du tome 1 par contre c'était Tessa que vraiment je ne pouvais pas supporter, que j'avais envie de tuer. À la fin de celui-ci, clairement c'est Z. Je pense que Z, vraiment, c'est le personnage qui me sort par les yeux, qui me sort par les trous de nez. Je supporte pas ce personnage. je pense que je suis pas la seule, mais vraiment je l'aime pas du tout. Enfin bref, voilà. Donc je pense que je sais pas si j'arriverai vraiment à donner mon avis constructif et détaillé sur ce livre. C'est toujours très addictif, je suis toujours très prise par ce que je lis et en même temps, voilà, il y a toujours les points négatifs qui reviennent, c'est toujours quand même assez répétitif, il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore assez clichés. Et puis je trouve ça dommage parce qu'il y a pas mal de pistes qui sont données pour des intrigues secondaires qui du coup rendraient l'histoire un petit peu moins monotone et qui finalement ne sont pas exploitées ou seulement à la toute fin du récit. Donc bref, je trouve ça un petit peu dommage. Pour autant je sais que je continuerai la série, mais voilà, je lui ai donc mis un 3,5 sur 5. Et donc enfin pour terminer, j'ai donc lu L'Atelier des Poisons de Sylvie Gibert, un roman qui est paru chez Plomb. Et donc du coup je l'ai reçu en partenariat avec Babelio qui avait organisé une masse critique spéciale puis une rencontre avec l'auteur à Paris donc le 30 mai. Et donc du coup voilà, je remercie du coup Babelio ainsi que les éditions Plomb pour l'envoi. Et du coup donc ce livre-ci se passe à Paris en 1880. On y suit une jeune femme qui a intégré donc la première académie de peinture à avoir accepté des femmes, donc l'Académie Julian, et elle va donc apprendre le métier de peintre. Elle est entourée de toute une série de personnages qui eux ont vraiment existé à cette période-là,
Et c'est donc un travail qui est très documenté. On sent vraiment que l'auteur s'est beaucoup intéressé à la période. C'est vraiment un roman réaliste, surtout sur la condition sociologique de ces femmes et de ces femmes peintres. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'à cette période-là, les femmes peintres, on n'en entend pas du tout parler. Donc ouais, c'était vraiment très intéressant de ce côté-là. Ça les mettait un petit peu en avant alors que ça n'avait pas été le cas sinon dans les cours d'histoire, dans les musées, dans ce que vous voulez. Donc voilà, donc il y a ce premier aspect-là du livre qui est vraiment l'aspect que pour ma part j'en retiens. Et puis en parallèle de ça, donc il y a plusieurs enquêtes policières qui sont menées puisque Zélie va travailler avec le commissaire donc Alexandre Darbour, qui lui aussi est un personnage fictif. Et donc ensemble ils vont mener plusieurs enquêtes. En fait il va faire appel à Zélie car il s'est rendu compte que de par son métier de peintre, elle est vraiment très observatrice et donc du coup qu'elle voit des choses que lui-même ne voit pas. Et donc ensemble ils essayent de résoudre plusieurs mystères qui sont un petit peu entremêlés les uns dans les autres. Avec donc tout d'abord il y a une histoire d'empoisonnement dans la famille du commissaire. Il y a également la disparition d'un enfant d'une nourrice dont Zélie a peint le portrait. Et puis le commissaire a également remarqué qu'il y avait pas mal de cas de folie qui se multipliaient dans Paris et sans qu'il comprenne vraiment pourquoi. Enfin, donc voilà, donc il y avait tous ces versants-là de l'histoire que j'ai également bien apprécié et qui à nouveau en fait étaient très documentés puisque l'auteur nous a dit pendant la rencontre qu'elle avait épluché beaucoup de faits divers, qu'elle s'était beaucoup renseignée sur les techniques d'enquête, etc. à l'époque, pour vraiment rendre son roman le plus réaliste possible. Et je trouve que c'est vraiment un super travail de ce côté-là. Et donc pour ma part, ouais, ça a vraiment été une très bonne lecture. J'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant. Malgré tout ce qui est traité, toute l'époque et tout ça, ça reste super accessible. Comme roman, ça se lit vraiment facilement. C'est vraiment entraînant parce que les enquêtes rendent vraiment l'histoire entraînante. Et puis voilà, donc globalement ça a vraiment été une très bonne lecture, j'ai donc beaucoup aimé, surtout le contexte, mais aussi les histoires policières. Et donc du coup je lui ai mis un 4 sur 5. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo, je suis désolée, elle a duré un petit peu longtemps, mais j'espère que mon avis vous aura plu, et puis sinon je vous dis donc à très bientôt, salut!